initiale, but et définition de l'art. Nous avons reconnu le principe de l'art. Nous avons constaté dans quelles circonstances et de quelle manière se manifeste en nous cette faculté dont le jeu doit tenir une si grande place dans notre vie et dans la civilisation tout entière. Nous savons enfin ce que nous pouvons attendre de lui. Qu'est-ce que maintenant que cet invisible, ce je ne sais quoi qui nous plaît dans les choses, qui nous touche, qui nous inspire de la joie, de la tendresse, de la mélancolie, quelquefois de l'horreur ou du dégoût, et dont l'artiste, pour ses reproductions, est appelé à augmenter encore les faits. Pouvons-nous nous en rendre compte, le nommer, le définir? Les faits nous ont démontré qu'il existe positivement en nous une faculté particulière, différente de la perception sensible, de la mémoire, du jugement, de l'imagination, de la conscience et de la logique, et que nous avons nommé faculté esthétique ou puissance d'art. Or, une faculté ne se conçoit pas sans un objet. Quel est donc l'objet propre de celle-ci, l'objet de l'art par conséquent? Il importe de l'étudier en lui-même, de l'analyser, de le définir s'il est possible. Cet objet de l'art, encore si peu compris, est ce que tout le monde appelle l'idéal. Réalisme, idéalisme, termes mal expliqués et devenus presque inintelligibles même aux artistes. J'en étonnerai plus d'un en affirmant que l'art est, comme la nature elle-même, tout à la fois réaliste et idéaliste, que Courbet et ses imitateurs ne font nullement exception à la règle. Il est également impossible à un peintre, à un statuaire, à un poète, d'éliminer de son œuvre soit le réel, soit l'idéal, et que s'il essayait, il cesserait par là même d'être artiste. Prouvons d'abord l'inséparabilité des deux termes. Prenez chez le boucher voisin un quartier d'animal tué, bœuf, porc ou mouton. Placez-le devant une lunette de manière à en recevoir l'image renversée derrière la lunette dans une chambre obscure sur une plaque de métal ioduré. Cette image tracée par la lumière est évidemment en tant qu'image et au point de vue de l'art tout ce que vous pouvez imaginer de plus réaliste. Il s'agit d'un corps mort, dépecé, bloc de viande informe. Quant à l'image obtenue, elle est le fait d'un agent naturel que le photographe a su mettre en jeu, mais dans l'action duquel il n'entre lui-même pour rien. Qui peut ici éveiller le sentiment esthétique? Où est l'idéal? Pourtant, il est certain que ce réalisme n'est pas dépourvu de tout idéal, ni impuissant à éveiller en nous la moindre étincelle esthétique, car sans compter le boucher et la cuisinière, qui savent fort bien dire « voilà » de belles ou de vilaines viandes, et qui s'y connaissent, sans compter le gastronome, qui n'est pas non plus insensible à la chose, il y a ici le fait même de l'œuvre photographique. L'un des phénomènes les plus merveilleux qu'il nous soit donné d'observer dans l'univers. Dites, si vous voulez, que le sentiment esthétique éveillé par cette représentation d'un quartier de bœuf est le plus bas degré que nous puissions observer de l'idéal, celui qui est immédiatement au-dessus de zéro. Mais ne dites pas que l'idéal fait ici absolument défaut. Vous seriez démenti par le sentiment universel. Au lieu d'une cuisse de bœuf, d'un gigot de mouton ou d'un jambon placé sur étal, mettez un oranger dans sa caisse, une gerbe de fleurs dans un vase de porcelaine, un enfant jouant sur un canapé. Toutes ces images, l'espèce de calque créé par un artiste sans conscience, absolument insensible à la beauté et à la laideur, mais avec une perfection de détail dont aucun artiste vivant ne saurait approcher, seront des images réalistes, si vous voulez, en ce sens que l'auteur, à savoir la lumière, n'y a rien mis du sien et ne s'est pas occupé de vous. Mais pour peu que vous lui donniez d'attention, ces mêmes images ne vous en causeront pas moins une sensation de plaisir. Elles vous paraîtront même d'autant plus agréables, partant moins réalistes, plus idéales que les objets représentés s'éloigneront par eux-mêmes de la matérialité pure qu'ils participeront de votre vie, de votre âme, de votre intelligence. L'homme se cherche dans toutes ses œuvres d'art. Son but est toujours son moi, sa personnalité. Il se retrouve aussi bien dans le paysage que dans sa propre effigie. Le sentiment de la nature est faible dans les commencements où les villes sont petites. Il devient plus vif au sein des grandes capitales. Voyez Virgile qui pleure ses campagnes au milieu de Rome. La séparation du réel et de l'idéal est donc impossible. D'abord dans la nature, qui nous donne l'un et nous suggère au moins l'autre. À plus forte raison dans l'art, cet art se réduisit-il à une simple photographie? Elle est impossible, dis-je, cette séparation. D'abord parce que la beauté plus ou moins cachée est partout dans l'univers, opera dei perfecta, puis
parce que nous avons des yeux et un cœur qui savent la découvrir. Platon affirme cette séparation lorsqu'il dit que les idées, c'est-à-dire les types éternels de toutes les choses créées, existaient avant la création dans la pensée de Dieu, mais qui admet aujourd'hui cette théosophie de Platon. Les idées des choses sont inhérentes aux choses qui les expriment et tout ensemble indissolublement unis constituent la vie et l'intelligence, la beauté et la réalité de la nature. Ce qui est vrai, c'est que l'idéal est plus ou moins apparent, qui nous intéresse plus ou moins que l'artiste peut être plus ou moins habile à le faire sentir. Je dis plus, il y a des cas où l'art ne peut que faire disparaître l'idéal en essayant de l'imiter. D'après cela, la question de l'art, de son objet et de sa fin ne laisse plus d'incertitude. Le but de l'artiste est-il de reproduire simplement les objets sans s'occuper d'autre chose, de ne songer qu'à la réalité visible et de laisser l'idéal à la volonté du spectateur? En d'autres termes, la tendance de l'art est-elle au développement de l'idéal ou bien à une imitation purement matérielle dont la photographie serait le dernier effort? Il suffit de poser ainsi la question pour que tout le monde la résolve. L'art n'est rien que par l'idéal, ne vaut que par l'idéal. S'il se borne à une simple imitation, copie ou contrefaçon de la nature, il fera mieux de s'abstenir. Il ne ferait qu'étaler sa propre insignifiance en déshonorant les objets mêmes qu'il l'aurait imités. Le plus grand artiste sera donc le plus grand idéalisateur. Soutenir le contraire serait renverser toutes les notions, mentir à notre nature, nier la beauté et ramener la civilisation à la sauvagerie. On proposait à un grec, Lysandre, je crois, de venir écouter un homme qui imitait à s'y tromper le chant du rossignol. Grand merci, dit-il, j'ai entendu souvent le rossignol lui-même. Ce grec avait vraiment le sens esthétique. Remarquez qu'il ne médisait pas du rossignol. Tout au contraire, c'était le souvenir touchant, délicieux qu'il avait gardé du chantre des nuits qui le faisait se refuser à entendre une imitation. Que lui importait un baladin contrefaisant pour quelques drames et gâtant une des harmonies les plus vives de la nature? J'en ai vu de ces siffleurs de merle et de rossignol, et je puis dire que jamais tour de force ou de gosier ne m'a paru plus déplaisant. Le renouvellement de la vie, au printemps, la beauté des nuits, l'amour universel, je ne sais quelle mélancolie douce s'insinuant dans l'âme à l'aspect de toutes ces choses, et dont le solo de Philomèle se fit tout à coup un interprète. Voilà ce qui rend si poétiques les accents du rossignol. Là est l'idéal, le malheureux mendiant qui, sans nul sentiment de l'art et de la nature, contrefait ce chant divin, est un affreux réaliste. Nous venons de nommer l'idéal, analysons maintenant cette notion. Idéal, idéaliste, adjectif dérivé de idea, idée. Est-ce ce qui est conforme à l'idée ou qui y a rapport? L'idée, d'après l'étymologie grecque du mot, est la notion typique, spécifique, générique que l'esprit se forme d'une chose, abstraction faite de toute matérialité. Idéal se dit donc étymologiquement d'un objet considéré dans la pureté et la généralité de son essence, en dehors de toute réalisation, variété et accident empirique. Un français idéal, par exemple, de même qu'un français en général, n'est pas autre chose que la notion ou type purement intelligible de l'homme français. Ce n'est ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, né en Provence, en Gascogne ou en Bretagne. C'est un être fictif, réunissant en sa personne au degré le plus éminent toutes les qualités bonnes et mauvaises du sujet français tel qu'il se présente sur toute l'étendue du territoire de France. Il en sera de même d'un bœuf idéal qui ne sera ni Duras, ni Durham, ni Normand, ni Suisse. D'un animal, d'un arbre ou de toute autre chose idéale, ce sont des conceptions de l'espèce bovine, du règne animal ou végétal, d'après leurs caractères généraux, élevés à leur plus haute puissance, mais qui n'existent nulle part. Idéal, en un mot, indique une généralisation, non une réalité. Le contraire de l'individu observable, par conséquent, une antithèse du réel. De cette première acception du mot idéal découle cet autre, puisque l'idée est le type pur, exact, immuable des choses, elle en est la perfection, l'absolu. Une chose idéale, conforme à son idée, à son archétype, est une chose parfaite en son genre, comme serait une sphère dont tous les rayons seraient parfaitement égaux. Mais une telle sphère n'existe pas dans la nature, et il n'est pas moins impossible à l'industrie de la produire, rien de ce qui se réalise dans la matière ne pouvant être adéquat à son idée, ce qui n'empêche pas le géomètre de supposer une semblable sphère et d'y ramener autant que possible ses applications.
nous ferions de mauvaises géométries, de mauvaise mécanique, de mauvaise industrie si dans ces sortes d'affaires nous négligions de nous rapprocher le plus possible de notre idéal. D'après cette déduction, à la fois logique et étymologique, le mot idéal se dit donc de tout objet réunissant au plus haut degré toutes les perfections, plus beau que tous les modèles offerts par la nature. Beauté idéale, figure idéale. On en a fait un substantatif, l'idéal, c'est-à-dire la forme parfaite qui se révèle à nous en tout objet et dont cet objet n'est qu'une réalisation plus ou moins approchée. De cette explication, il ressort que l'idéal n'existant pas ne peut pas davantage se représenter et se peindre. Une pareille représentation est contradictoire. Une figure ne saurait réunir toutes les variétés du français, être en même temps le portrait du Lyonnais, de l'Alsacien, du Béarnais. Bon gré mal gré, il faut que ce soit l'un ou l'autre, à moins que ce ne soit personne. Pareillement, l'art ne fera pas un animal idéal, à la fois quadrupède, oiseau, poisson, reptile. En ce genre, il ne peut produire que des monstres. Il en est de même de la beauté idéale. Une femme, une déesse, ne saurait être à la fois blonde et brune, grande et petite, forte et délicate. Quoi que fasse l'artiste, la beauté qu'il représentera sera toujours plus ou moins un portrait, une réalisation particulière. Il y a même ici une chose qui distingue profondément l'art de l'industrie, c'est que comme nous aurons lieu plus tard de le faire voir, tandis que l'industrie est forcée d'obéir scrupuleusement aux lois de la géométrie, de la mécanique et du calcul, c'est-à-dire de l'absolu, à peine de se constituer en perte, l'artiste, selon le but qu'il se propose d'atteindre et l'effet qu'il veut produire, peut s'éloigner plus ou moins de son archétype. C'est cet écart facultatif qui produit dans l'art la variété et la vie. Mais revenons. Puisque l'idéal est une pure conception de l'esprit qui ne peut s'exprimer physiquement, si ce n'est d'une manière approximative, ni par conséquent se peindre, et que cependant c'est la vision et l'impression de l'idéal qui fait tout l'objet de l'art, on se demande quel est dans l'art l'emploi de cet idéal, de quelle manière il peut être conçu, dans quelle mesure manifesté par l'artiste. Telle est la question capitale et, à ce qu'il paraît, non encore résolue de l'esthétique. Et ce que je veux essayer d'expliquer, autant du moins que j'ai pu acquérir le droit par mon esthésie propre, par raisonnement et un peu aussi en ma qualité d'écrivain, par pratique de parler de ces choses. En vertu de l'idéal que les objets nous révèlent, sans qu'il nous soit possible jamais de jamais le reproduire, nous avons la faculté de redresser, corriger, embellir, agrandir les choses, de les diminuer, amoindrir, déformer, d'en changer les proportions, en un mot, de faire tout ce que fait la nature, qui, tout en créant d'après les types ou idéaux qui sont en elle, ne donne cependant que des réalisations particulières plus ou moins exactes et imparfaites. C'est donc l'œuvre de la nature que continue l'artiste en produisant à son tour des images d'après certaines idées à lui qu'il désire nous communiquer. Ces figures de l'artiste sont plus ou moins belles, significatives, expressives, selon la pensée qui l'anime. Je fais ici abstraction de l'exécution. À cet effet, on peut dire que l'artiste dispose d'une échelle infinie de tons, de figures allant depuis l'idéal jusqu'au point où le type cesse d'être reconnaissable. En se faisant ainsi, pour ce qui lui complète le continuateur de la nature, l'artiste est dans le plein courant de l'activité humaine, dont le développement, sous tous les rapports, par la science, par l'industrie, par l'économie, par la politique, peut se définir comme une continuation de l'œuvre créatrice. Si nous n'avions d'autres idées que celles dont nous dote la nature par le spectacle de ses créations, si tout notre savoir était inscrit d'avance dans les choses et dans leur rapport, nous n'aurions que faire de l'art et des artistes. La contemplation de l'univers suffirait à notre âme, notre langage, et s'y conformant, on pourrait augmenter indéfiniment son dictionnaire. Mais quant à sa constitution, à ses formes, à sa poésie, il s'immobiliserait, notre idéalisme ne se distinguerait pas de notre philosophie, et notre art se bornerait à des reproductions photographiques. Mais la nature ne nous a pas tout dit, elle n'a pas tout pensé, elle ne sait pas tout, elle ne sait rien de notre vie sociale qui est à elle seule un monde nouveau, une seconde nature. Elle ne peut rien nous apprendre de nos rapports, de nos sentiments, du mouvement de nos âmes, de l'influence changeante qu'elle exerce sur nous, des aspects nouveaux sous lesquels nous la voyons, des changements que nous lui faisons subir à elle-même. Tout cela nous suggère incessamment de nouvelles idéalités pour lesquelles il nous faut des expressions nouvelles, un langage nouveau, langage non seulement philosophique mais esthétique.
Tâchons de rendre ceci clair. Pour le philosophe ou savant, l'expression formulée par la parole ou le signe, bien que naturellement imparfaite, doit être autant que possible adéquate à l'idée précise, rigoureuse. La langue du droit, celle des mathématiques, la logique en sont des exemples. Là, de même que dans l'industrie et la mécanique, il n'est pas permis de s'écarter volontairement du type, d'y ajouter ou d'en noter, de dire plus ou moins que ce qui est l'expression artistique, au contraire, qui a pour but d'exciter en nous une certaine sensibilité, est augmentative ou diminutive, laudative ou dépréciative. Ce n'est jamais, ce ne peut pas être une expression adéquate, un calque, ce qui serait la mort même de l'art, en sorte que l'asservissement à l'idée pure qui caractérise la philosophie, les sciences, l'industrie est justement ce qui détruit l'impression esthétique, le sentiment de l'idéal, tandis que la licence artistique est au contraire ce qui le fait naître. Ce qu'on nomme figure en poésie et éloquence en est un exemple. Ces figures destinées à relever la pensée, à lui donner plus de force, de relief, d'intérêt, sont ce que j'appellerais des idéalismes. Qu'il soit donc entendu que l'art n'a pas seulement pour objet de nous faire admirer les choses belles de forme, d'abord en les reproduisant, puis en vertu de l'idéal, en ajoutant encore à leur beauté, ou ce qui revient au même, en leur opposant le contraste de la laideur. Tout cela n'est que le début de l'artiste dans la carrière. Notre vie morale se compose de bien autre chose que de cette superficielle et stérile contemplation. Il y a l'immense variété des actions et passions humaines, les préjugés et les croyances, les conditions et les castes, la famille, la religion, la cité, la comédie domestique, la tragédie du forum, l'épopée nationale. Il y a les révolutions. Tout cela est matière d'art aussi bien que de philosophie et veut être exprimé non seulement d'après les règles de l'observation scientifique, mais aussi d'après celles de l'idéal. Ainsi, l'art, plus encore que la science et l'industrie elle-même, est essentiellement concret, particulariste et déterminatif comme la nature, et c'est au moyen de ce particularisme, de cette détermination de ces formes concrètes, qu'il inculque plus profondément le sentiment du beau et du sublime, l'amour de la perfection, l'idéal. Les fables de La Fontaine et les paraboles de l'Évangile, de même que les chefs-d'œuvre de la peinture et de la statuaire, le font comprendre. Pris substantivement, l'idéal se distingue de l'idée en ce que celle-ci demeure abstraite comme type, tandis qu'il est le revêtement plus ou moins agréable, magnifique ou expressif que l'imagination, que la poésie ou le sentiment lui donne. L'idéal, disait Eugène Delacroix, est tout ce qui va à notre idée, imiter ou inventer. Qu'est-ce donc qui va à l'idée et qui frappe l'âme? C'est ce je sais quoi, l'inspiration. Cette définition prise en elle-même ne présente aucune espèce de sens. L'inspiration, le je ne sais quoi, ce qui va à l'idée et qui frappe l'âme, sont des mots écrits en caractères noirs sur des nuages bleus. Après l'analyse un peu longue dans laquelle nous sommes entrés, on voit ce que sentait Eugène Delacroix sans pouvoir l'exprimer. C'est qu'il existe en nous une faculté distincte que l'art est appelé à desservir, que cette faculté consiste en l'aperception des idées pures, archétypes des choses, par suite du beau et du sublime ou de l'idéal, que la mission de l'artiste n'est pas de nous montrer, mais de nous faire sentir au moyen de la parole ou des signes, et en se servant de figures que nous avons appelées des idéalismes. Nous pouvons maintenant donner la définition de l'art. Nous avons observé précédemment que la faculté esthétique était en nous une faculté de second ordre, que là où elle devenait prédominante, il y avait abaissement du sujet, que le rôle de l'artiste ayant pour but d'exciter en nous la sensibilité morale, les sentiments de dignité et de délicatesse par la vision de l'idéal était un rôle auxiliaire. C'est par là, avons-nous ajouté dans ce chapitre, que l'artiste est appelé à concourir à la création du monde social, continuation du monde naturel. Ajoutons que le beau et le sublime, ou l'idéal, ne se voient pas seulement dans la forme extérieure de l'être, il existe aussi dans l'esprit et les mœurs. Partout il est identique à lui-même et adéquat. Je définis donc l'art, une représentation idéaliste de la nature et de nous-mêmes en vue du perfectionnement physique et moral de notre espèce. La revue que nous allons faire des principales manifestations de l'art démontrera la justesse de cette définition donnée par la théorie.